Et donc là, je vais inviter Christophe Lepage à nous rejoindre pour se prêter un exercice qui est pas simple, mais qui est celui de la synthèse et puis de l'ouverture sur des perspectives, notamment avec des questions de jeu d'acteurs. Donc Christophe, je te laisse peut-être d'une part te présenter et puis ensuite nous brosser une synthèse des différents éléments que tu vois et que tu ressors de la journée avant qu'on conclue définitivement le colloque. Merci de m'avoir proposé cet exercice, certes difficile mais intéressant. J'avais repéré sur les différentes annonces la journée ici qui m'intéressait bien, donc quand on me l'a proposé, je me suis dit tiens, c'est chouette, je vais pouvoir assister de manière très concentrée à l'ensemble des débats. Bon, j'ai pas été déçu, c'était vraiment très très riche. Peut-être juste avant de vous livrer quelques éléments de réflexion un peu personnels, du coup, ce sera forcément subjectif, mais voilà, vous dire d'où je parle, qui je suis. Donc je suis chercheur au CIRAD et je travaille dans une unité de recherche qui s'appelle SENS, Savoir, Environnement, Société. Je suis basé à Montpellier et je suis dans une unité qui pratique la recherche de manière interdisciplinaire depuis plus d'une vingtaine d'années, puisque on est devenu UMR récemment, il y a 2 ans. Mais avant, j'étais dans une unité propre du CIRAD qui s'appelle GREEN, qui existe depuis le début des années 90 et qui a toujours promu la modélisation comme une des méthodes pour travailler de manière interdisciplinaire, faire travailler ensemble différentes disciplines. Il n'y a pas que la modélisation comme méthode pour faire de l'interdisciplinarité, mais je vous parle de ça parce que moi, en fait, je suis modélisateur. Et donc, mon activité consiste à développer des modèles qui représentent le fonctionnement des socio-écosystèmes, des territoires sur lesquels on va avoir différents types d'usagers qui vont utiliser les ressources, qui vont potentiellement entrer en conflit, qui vont peut-être tenter de se coordonner, de discuter ensemble. Et donc, dans un deuxième temps, quand j'évoquerai plus des perspectives, je vous parlerai un petit peu de types de méthodes, d'outils que j'utilise dans ce sens. Mais pour commencer, je voudrais en revenir donc à quelques mots, quelques retours personnels sur la journée d'aujourd'hui. C'est pas vraiment une synthèse structurée, c'est des choses que j'ai attrapées un petit peu au vol et que j'aimerais partager avec vous. Dans l'introduction de Valérie Boisvert au début de la journée, donc on a eu un historique un petit peu des tensions entre conservation de la biodiversité et développement. Et à un moment donné, elle a parlé d'une forme de stigmatisation des pays du Sud, en tout cas d'une forme de polarisation entre le Nord et le Sud dans ces questions-là, avec une dimension géopolitique très 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 forte. Et pour autant, à d'autres moments de la journée, on a vu, il y a eu différentes interventions, Raphaël, la Tour du Vala, Gilles Cletz, quand il a conclu la matinée, qui ont rappelé qu'il y avait des choses en fait qui se passaient chez nous, dans le monde occidental, qui faisaient totalement écho aux choses dont on discutait quand on évoquait un peu ce qui se passe dans les pays du Sud. Et finalement, il y a peut-être une dimension universelle, peut-être pas pour tous les aspects, mais en tout cas, tout ce qui va toucher aux tensions entre conservation de la biodiversité et développement, il y a des choses qui sont totalement identiques, qui se ressemblent vraiment, qui frottent de la même façon dans le monde occidental ou dans les Suds. Donc, c'est ce que rappelait Gilles Cletz sur les 60 ans de conflit pour des élus locaux qui continuent de ne pas être d'accord sur les frontières du parc Lavanoise. Il y a des choses vraiment qui font écho. Ensuite, à un moment donné, on a parlé de la nette prégnance des questions climatiques dans l'agenda environnemental. Ça m'a un petit peu fait penser à un petit cartoon là qui a circulé après le Covid, où en fait, ça dépend, ou peut-être on est forcément très très attentif aux choses qui nous tombent sur la tête. Donc quand le Covid est arrivé, tout le monde se pensait que quand on allait régler la crise climatique, le monde d'après, forcément, tout le monde avait pris conscience qu'il fallait vraiment changer et reconsidérer notre rapport au monde et que tout serait réglé. Et puis en fait, on se rend compte qu'on a des vagues successives comme ça. Et puis peut-être que celle qui concerne l'effondrement de la biodiversité par rapport à celle qui concerne le changement climatique, peut-être qu'on l'a un petit peu perdu de vue, mais elle est quand même aussi bien présente et peut-être qu'elle est surplombante par rapport à toutes les autres. C'est vrai que dans les réponses que les sociétés apportent à ces menaces, il y a des organisations qui se mettent en place. Donc pour le changement climatique, le GIEC, ça fait des années, et puis c'est vraiment quelque chose qui est
installé maintenant, que tout le monde y fait référence, c'est vraiment bien installé, mais l'IPBES existe aussi depuis maintenant pas mal d'années, donc pour ce qui concerne la conservation de la biodiversité, c'est vrai que les bénéfices que la nature apporte aux humains, c'est quelque chose qui fait son chemin, et on commence vraiment ça fait partie du paysage, on va dire. On a eu des discussions, y compris dans le dernier panel ici, sur le concept de One Health. Ça a été évoqué à d'autres moments de la journée. Moi, j'ai quelques collègues, Serge Morand par exemple, qui participent à des discussions pour essayer de structurer des plateformes internationales pour que le concept de One Health soit quelque chose qui puisse aussi être discuté à l'échelle internationale, et pour essayer de faire avancer aussi dans les consciences, dans la conscientisation de ces approches un peu intégratives, la dimension One Health, parce qu'on parle aussi de santé des territoires. One Health, ça englobe aussi vraiment beaucoup de choses, et ça permet peut-être de concrétiser des approches intégrées. J'y reviendrai un peu tout à l'heure sur l'intégration. Troisième point aussi, on a parlé de représentation plutôt globale de la crise écologique, et que c'était essentiellement à l'échelle planétaire. Alors ça, c'était dans l'historique, donc c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais en tout cas, une focalisation sur les histoires de croissance-décroissance et sur le climat, les limites planétaires, l'anthropocène, etc. C'est vraiment à des échelles très globales, et il peut y avoir des décalages avec le citoyen qui s'interroge un peu sur en quoi ça peut le concerner dans sa vie de tous les jours. Il a été mentionné que l'AFD travaille avec des gouvernements, donc à des échelles globales. Donc, d'où la question, faire atterrir cela à l'échelle locale. Comment est-ce que peut-être concrétiser un peu les choses à des échelles de concernement pour les gens. Sur les aspects échelle, justement, Elfège a signalé qu'il travaillait à Grissul International à 3 niveaux, 3 niveaux de prise en compte de la biodiversité. C'est des choses sur lesquelles moi, en tant que chercheur sur les socio-écosystèmes, ça me parle tout à fait. Travailler à l'échelle de la parcelle d'une exploitation agricole pour travailler sur l'agrobiodiversité, promouvoir l'agroécologie, travailler à l'échelle des agroécosystèmes. Là, on rentre dans la gestion collective, les schémas d'aménagement, et puis monter jusqu'à l'échelle territoriale, à la périphérie des aires protégées ou pas d'ailleurs, à l'échelle territoriale. Il me semble que l'échelle territoriale, c'est vraiment une échelle à laquelle on va peut-être croiser l'échelle très locale et l'échelle globale. Je reviendrai aussi peut-être sur cette échelle qui semble être une échelle pertinente pour l'objet de nos discussions d'aujourd'hui. Mais travailler à l'échelle du territoire, ça va poser la question de l'intégration. Il a été signalé qu'effectivement, c'est toujours un cadre de concertation multi-acteurs qui va être privilégié comme modalité d'intervention. Ça pose toutes les questions que c'est plus compliqué, que ça demande plus de temps, mais que c'était indispensable pour plus d'efficacité. Donc, l'intégration versus la concertation, le mot de concertation est revenu aussi à énormément de fois, versus le faire commun, l'approche par les communs a aussi été mentionnée. Ça pose un certain nombre de questions selon les termes auxquels on va se référer. L'intégration, ça peut être fait par une personne qui va aller chercher ce dont il a besoin pour procéder à cette intégration. La concertation, ça implique déjà un petit peu plus différentes parties prenantes, mais ça pose aussi la question de qui c'est qui va l'animer. Donc on a eu vraiment des discussions intéressantes sur la légitimité de ceux qui pouvaient animer les plateformes de concertation, notamment ce qui a été dit sur les échanges qu'il y a eu sur les PNR. Donc c'est Raphaël de la Tour du Vala qui mentionnait que effectivement ce type d'institution avait ce type de vocation d'être des acteurs de l'intégration, mais avec une dépendance très forte du contexte local qui peut évoluer d'ailleurs au cours du temps, mais qui évidemment, si le contexte local n'est pas favorable à la mise en place d'un cadre de concertation, peu importe qui va tenter d'animer ce cadre de concertation, il y a des effets de dépendance au contexte qui sont très important. Donc, qui anime le cadre de concertation? Qui va être impliqué dans le cadre de concertation? Qui va être motivé pour s'impliquer dans des arènes de concertation? On a eu des discussions vraiment très intéressantes aussi sur quels interlocuteurs à l'échelle locale. Donc, on a des ONG qui travaillent à des échelles très locales et on a des associations d'habitants, pour ne pas dire associations de communautés, puisqu'on a eu aussi des ébauches de débats sur qu'est-ce qu'une communauté locale. Mais l'exemple de Jean-Christophe est vraiment très intéressant sur savoir cette confrontation un peu entre une association locale et des ONG qui viennent travailler avec l'association locale.
On a eu aussi Nicolas qui nous a parlé de légitimité des fois d'associations locales qui ne vont pas répondre à des critères type administratif pour être des interlocuteurs vers lesquels les gens en toute confiance vont se tourner pour donner de l'aide ou pour faire véhiculer tous les moyens qui peuvent venir jusqu'à ces acteurs locaux. Donc on a cette question aussi de à la fois la motivation des gens à participer et la reconnaissance qui sont des acteurs légitimes dans les arènes de concertation. Donc je passe vite. C'était à un moment donné, il y a eu un lapsus qui était intéressant. Marie, en parlant d'ONG de conservation, a dit ONG de concertation. Oups, elle s'est reprise. Ah non, pas ONG de concertation, mais ONG de conservation. Donc c'était marrant. Mais on a parlé énormément de ces cadres de concertation multi-acteurs. On a insisté évidemment sur le temps que ça prend de construire en partant d'une diversité de points de vue, de construire un espèce d'état des lieux et d'un questionnement qui peut être intéressant et qui peut constituer un concernement, un sujet de concernement par tous les gens qui vont s'impliquer. Pour que les gens s'impliquent, il faut qu'ils se sentent concernés par ce dont on va parler. Et ça demande énormément de temps. Et en plus, on part d'une diversité des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Et pourtant, il faut qu'on arrive à une forme d'alignement. Donc ça, c'est ce travail de lecture partagée, ça prend énormément de temps. Mais ça a été signalé plusieurs fois au cours de la journée. Il y a aussi un point qui m'a bien intéressé, c'est tout ce qui concerne l'analyse réflexive. Ça, c'est Julie Kael qui en a parlé sur le projet que mène le GRET à Sainte-Marie, sur la nécessité de s'outiller pour permettre une démarche réflexive qui va impliquer les bénéficiaires, c'est-à-dire que des indicateurs, on peut les proposer a priori en proposant le projet sur lequel on s'implique. Mais en fait, ce qui est aussi super important, c'est d'avoir des espaces pour pouvoir identifier chemin faisant des indicateurs qui vont faire sens pour toutes les personnes qui s'impliquent. Donc, une analyse réflexive, c'est un concept qui paraît comme ça super beau, super intéressant. À mettre en œuvre, c'est vraiment pas facile du tout parce que ça implique des remises en question. Ça implique des bifurcations dans des trajectoires. On part d'un point de départ dans un projet et puis on promet de délivrer des choses par rapport à un point d'arrivée. Et chemin faisant, on va éventuellement infléchir. Et par rapport à l'engagement qu'on avait pu prendre pour délivrer des choses par rapport à ceux qui financent les projets, ça peut poser un certain nombre de questions. Dans le dernier panel, Romain aussi je relis à ce qu'a dit Romain sur le consentement et l'engagement des acteurs, qui est aussi quelque chose qui est dynamique à entretenir, à renégocier. Et effectivement, en fonction de comment avance le projet et vers où on va, il peut y avoir des allers-retours, des gens qui vont se dégager, d'autres qui souhaitent rejoindre des dynamiques en cours. Donc tout ça, ça fait vraiment des arènes qui sont très difficiles à conduire, à animer. Et ça pose la question une fois encore de qui va se trouver en position d'animer ces arènes de concertation. Donc je vais juste pour finir, avant d'ouvrir sur quelques perspectives et des illustrations, réinsister une fois plus sur ce qui a été dit par Gilles Klets en fin de matinée, sur ce défi majeur qui concerne un tiers de la planète, qu'il faut trouver des solutions, des compromis. Ça pose des enjeux de gouvernance, ça nécessite de promouvoir le dialogue, la co-construction de bonnes solutions à une échelle plutôt locale. Et c'est là que je reviens à cette échelle des territoires, qui semble être le bon niveau pour mettre en place des arènes de concertation. Donc comment faire? Un des grands défis, c'est aussi renforcer les capacités des différentes institutions qui sont concernées dans leur capacité à permettre que ces plateformes de co-construction de solutions adaptées aux besoins locaux émergent, se mettent en place, vivent, durent, soient financées. Est-ce qu'il y aura des capacités locales ou des ONG ou un appui de la recherche ou un appui de différents acteurs impliqués pour bénéficier à ce besoin qui se fait jour de mettre en place ces plateformes de co-construction de solutions adaptées aux besoins locaux. On a besoin d'agilité, on a besoin de compétences, et je pense qu'en termes de renforcement des compétences, c'est aussi à ce niveau-là qu'on doit peut-être réfléchir à promouvoir ces renforcements de compétences. Donc ça, c'était un petit peu pour quelques réflexions à chaud sur tout ce que j'ai moi capté de ces échanges très riches au cours de la journée. Et
Et pour conclure, je vais me permettre de vous donner une petite illustration de ce sur quoi moi je travaille depuis une vingtaine d'années, puisque en fait, je travaille sur la mise en œuvre de plateformes de concertation en utilisant des types d'outils qui sont des jeux sérieux ou des modèles de simulation interactive qu'on co-construit. Donc on passe par, bon là je vous présente une méthode, il y en a bien d'autres, hein, une méthode qui permet d'impliquer les différentes parties prenantes sur des territoires à des discussions sur comment concilier enjeux de conservation de la biodiversité et développement. Donc je vais très rapidement vous présenter ce type d'outils. On les utilise, les jeux sérieux, c'est vraiment un outil qui est utilisé principalement pour diffuser des messages, pour transférer de la connaissance. Nous, c'est pas du tout le positionnement qu'on a par rapport à ces outils-là. On les utilise vraiment comme des outils pour promouvoir le dialogue, la concertation et la mise en place de suffisamment de confiance entre un collectif de gens pour s'engager ensemble dans une plateforme de concertation. Donc on développe en fait des modèles, donc des représentations très simplifiées de la réalité qui permettent de simuler des situations d'action. Donc on va représenter les usagers d'un territoire et leurs différentes activités. On va mettre en position les participants dans la peau d'acteurs du territoire et ils vont prendre un certain nombre de décisions qui vont influencer les ressources qui sont présentes sur ce territoire et on va faire avancer le temps. Donc c'est des projections dans le futur de ce qui se passe. Ça nous permet d'aborder un certain nombre de dimensions d'un apprentissage collectif qui peuvent être assez classiques en termes d'apporter de la connaissance factuelle, toute la dimension aspect cognitif sur ces systèmes complexes. Ça va permettre de mieux les comprendre finalement, de se projeter dans comment ils fonctionnent sous la forme de jeux sérieux. Il y a la dimension aspect relationnel qui est extrêmement importante pour nous puisque ça va permettre, des fois ce qu'on fait c'est qu'on propose aux gens de jouer non pas leur propre rôle, par exemple d'agriculteur ou de gestionnaire d'une aire protégée, mais au contraire jouer le rôle de l'agriculteur quand on est gestionnaire et inversement. Et on va pouvoir mettre en scène comme ça des situations qui vont permettre de se rendre compte, de vivre des expériences au niveau des aspects relationnels. Et puis aussi même ça peut mettre en jeu un certain nombre de systèmes de valeurs puisque les gens au cours de ces interactions vont proposer des justifications à leur choix pendant le jeu et vont tenter de convaincre les autres que ce qu'ils font c'est bien. Et donc, ça va permettre de mieux comprendre aussi, ou en tout cas d'attaquer un petit peu les systèmes de valeurs, de croyances et attitudes des différents participants. Donc, quelle forme ça prend ? C'est un plateau de jeu qui représente ici des ressources sur une portion de territoire avec des usagers qui vont se positionner pour aller récolter des ressources. Avec les petits carrés rouges que vous voyez sont des aires protégées. La personne qui joue le gestionnaire de l'aire protégée va mettre en défense certaines portions du territoire et les gens vont récolter des ressources pour faire vivre leur famille. Donc ici, c'est un jeu qu'on a utilisé dans pas mal d'endroits qui est assez abstrait, mais qui fonctionne très bien avec différents types de publics. Et ici, c'est une population d'agriculteurs chasseurs en Colombie. On l'a aussi utilisé au Kenya avec des éleveurs. Ce que vous voyez sous une autre forme ici, c'est les petites capsules de bouteilles qui représentent les usagers du territoire. Donc en gros, les éleveurs qui positionnent leurs troupeaux sur le pâturage. Et comment ils s'organisent collectivement ou pas par rapport à un positionnement d'une aire protégée quand la raréfaction des ressources fait qu'ils n'ont plus suffisamment de ressources à récolter pour remplir leurs objectifs individuels. Donc ça engendre toute une série de discussions plus ou moins collectives. Les gens se coordonnent ou pas. On peut avoir des gens qui font plutôt cavalier seul. On observe aussi la manière dont les gens prennent des initiatives pour essayer de se coordonner ou pas. Et pendant ce qu'on appelle le débriefing, on revient sur ce qui se passe pendant le jeu et on fait un lien sur ce qui se passe dans la réalité. Donc on l'utilise avec des acteurs locaux, on l'utilise avec des étudiants, on l'utilise avec des collègues chercheurs. C'est des supports qui sont suffisamment simples et faciles, même s'ils paraissent abstraits, pour fonctionner avec des audiences vraiment très très différentes. Un exemple ici de ce type de support qu'on a construit au Zimbabwe, en périphérie d'une aire protégée. On a représenté de manière stylisée, donc la partie à gauche c'est la partie terroir agricole et la partie à droite c'est une forêt dans laquelle les gens théoriquement n'ont pas droit de se rendre, mais dans laquelle ils amènent des fois leurs troupeaux. Donc on a créé une représentation stylisée avec un petit groupe de paysans. Vous voyez ici une dizaine de paysans qui pendant un des ateliers de co-construction du support, ça a duré à peu près 1 an. Dans une deuxième phase, en fait, les acteurs qu'on avait impliqués dans la co-conception du support
sont en position de faciliter des ateliers et donc d'animer des ateliers avec des gens qui n'ont pas participé à la construction de l'outil. Ils sont tout à fait familiers, ils ont un sentiment le jeu qu'on a développé, c'est leur jeu également, donc ils sont tout à fait capables d'animer des sessions de jeu. Et ils sont aussi amenés à, dans un processus qu'on pourrait appeler de outscaling, c'est-à-dire d'aller porter le jeu à d'autres endroits, dans d'autres régions du Zimbabwe, où on a organisé des sessions dans lesquelles on fait intervenir les gestionnaires de l'aire protégée. On sépare dans un premier temps l'arène d'acteurs locaux qui prennent leurs décisions sur le terroir agricole et un espace dissocié où on a les participants à l'atelier qui jouent le rôle de gestionnaire de l'aire protégée, qui ont un certain nombre d'indicateurs spécifiques à leur fonction et qui vont établir des règles pour est-ce que vous avez le droit de rentrer, à quelle période, etc. Dans la forêt. Et on observe, nous, en tant qu'animateurs du jeu, la façon dont les gens vont interagir. On laisse ça, c'est assez libre en fait, on n'a pas un cadre très contraint. Les gens vont prendre des initiatives, de quitter l'endroit où on leur avait demandé de s'asseoir et d'aller discuter ou pas avec d'autres personnes. Donc là, c'est ce qui représente l'espace du terroir agricole. La personne avec la règle, c'est un des co-concepteurs du jeu qui était venu animer cet atelier à un autre endroit du Zimbabwe. Et à un moment, il y a un espace de concertation qui se fait entre les personnes qui jouent le rôle d'agriculteur et la participant à l'atelier qui joue le rôle de gestionnaire de l'aire protégée. Et les discussions vont s'engager. Un autre moment, c'est à l'initiative des acteurs locaux d'aller jusqu'au bureau du parc. Alors c'est figuré, hein, c'est à l'extérieur de la salle de l'atelier. Mais voilà, il y a des discussions qui se mettent en place ou pas, et qui vont porter sur des sujets qui ne sont pas définis à l'avance, qui sont totalement libres et qui sont observés par les animateurs des sessions de jeu. Donc pour finir, je voulais juste montrer une petite vidéo de 3 minutes sur un autre exemple d'un jeu qui est vraiment sur le thème un peu plus concret de concilier conservation de la biodiversité et développement, qu'on a récemment développé à Sao Tomé et Principe avec un partenaire ONG, BirdLife International. The islands of Sao Tome and Principe are currently at crossroads, where their natural heritage and biodiversity hotspots are under increasing threats. Demography, increasing demand for charcoal and timber, and overexploitation of non-timber products are part of the main challenges faced. Through a series of fieldwork, focus groups, and interviews, over 14 months, the team co-constructed with local actors the game called Dukunumole, which means yeah. So if we overexploit, we die, and it's a game of conscientization. Yeah. What are the objectives of the game? Raise awareness on the environmental issues faced by the islands. Explore alternatives development pathways. And reconcile growth and conservation. How does the game work? The game develops around 5 rounds from the 1980s until the 2030s. The tabletop board displays an archetypal island composed of primary forests, degraded forests, agricultural lands, and urban areas. Each player embodies the role of a head of a community and allocate their working force to different activities based on land cover. In total, the game was played with 130 participants across 9 game sessions, including players from colleges and universities, international development sector, from the island of Principe, coffee and cocoa producers, and ministries and deputies from the assembly. The game was also used as a sensitizing tool in Europe and triggers discussions about the future of the island, about education, os recursos naturais e a conciliação também
das zonas urbanas, criação de novos postos de trabalho, no acesso à educação, à saúde, a chamar mais a atenção da malta mais jovem, né? Sabemos que eles quem são, vão assegurar o país daqui a alguns anos e é necessário haver a conciliação, né? A chamar a atenção para esses para a apropriação, né, dos recursos naturais, a utilização da forma mais sustentável possível. And about governance of natural resources. É jogo que está chamando atenção em termos de uso sustentável de recursos, uma vez mais que hoje em dia a população está crescendo. Então, que jogo ali, que jogo ali está fazendo? Que jogo ali está mostrando muito que não está usa nossa floresta de forma que cada tem nenhum tipo de problema mais além. We believe that the game can play an important role in the management of Cerro Tome and Principe's protected areas. Bon, voilà, c'était très rapide, mais c'est juste pour vous donner un petit peu à voir une utilisation de ce type d'outils en collaboration avec donc des institutions de recherche. Là, c'est ETH Zurich et le CIRAD, ONG, BirdLife International, et puis aussi des bureaux d'études qui développent ce type d'outils avec lesquels on collabore également. Merci.